Pas de gastronomie sans Goemio, de hi-fi sans Bang et Olufsen, de variété sans Stone et Chardin et de photographie sans Blanc et Demilly. Les deux photographes lyonnais sont certes un petit peu tombés dans les oubliettes de l'histoire, mais ils ont connu leur heure de gloire. Plusieurs décennies même, durant lesquelles leur studio était pris d'assaut par les bourgeois de l'époque, désireux de se faire tirer le portrait. Un travail commercial doublé de travaux personnels que l'on redécouvre aujourd'hui grâce à une exposition proposée par le pôle de photographie de Givors, expo présentée au musée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône jusqu'au 20 septembre. Expo accompagnée d'un livre, d'un très beau livre. Le voici, je le tiens entre mes deux petites mimines. Voilà, il s'appelle tout simplement Blanc et Demilly, le Nouveau Monde. Il est édité chez Lieu-dit. Et avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Céline Duval, qui est la directrice du pôle de photographie de Givors. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bien réveillé comme moi ce matin? Ça va. Alors pendant près de 40 ans, entre 1924 et 1962, Théodore Blanc et Antoine Demilly étaient les photographes incontournables de la région lyonnaise. Pour quelle raison d'ailleurs? Alors justement, parce qu'ils ont tenu ce studio pendant 40 ans, ce qui est assez incroyable. Dans les années 30, les gens se faisaient tous prendre en photo une fois ou l'autre par Blanc et Demilly. Et on raconte même que pas une seule communion se passait à l'époque, une seule profession de foi, sans le passage obligé par le studio de ces deux plus grands photographes de l'époque. Comment est-ce que ça s'explique? Parce que ce n'étaient pas les seuls photographes. Qu'est-ce qui a fait ce succès? Alors, ils sont assez incroyables parce qu'ils maîtrisent extrêmement bien la lumière. Et ils ont une maîtrise technique aussi très pointue. Et puis, ce sont des poètes. Ils sont inventifs, innovants, ils cherchent, ils sont tout le temps en éveil. Oui, on sait que le grand public, face à l'innovation, parfois, il est un petit peu frisquet. Mais là, c'est vrai que c'est un talent qui explosait tellement que les gens sont précipités vers leur travail. Oui, c'est ça. Et puis, ils étaient très, très prolixes aussi, tous les deux. Parce qu'on était justement dans un bouleversement de la photographie à ce moment-là. Les photographes n'étaient plus uniquement portraitistes. Ils faisaient aussi des photographies pour la publicité, comme vous l'aviez dit un peu en introduction, pour l'industrie, pour l'univers médical, pour les éditions. Donc, ce qui fait qu'ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup d'images. Qu'est-ce qu'on faisait justement en 1924? C'est vrai qu'on est à peu près 100 ans après l'invention de la photographie. C'est vrai qu'on commence à tout oser. En même temps, c'est peut-être le moment où on commence à codifier les choses. Alors, à codifier, oui, parce qu'on a plusieurs courants de photos à ce moment-là. On a les pictorialistes qui essayent de montrer que la photographie est un art, ce qui n'est pas encore tout à fait acquis à l'époque. Ce n'est pas l'art majeur d'aujourd'hui. Et donc, ils essayent de se rapprocher au plus de la peinture avec des flous, des grains. On a un autre courant qui est le courant qu'on appelle de la nouvelle vision. On travaille beaucoup sur des contre-plongées, des choses complètement différentes, géométriques, des nouvelles façons de voir les choses. La contre-plongée, c'est quand on prend une photo par en dessous. Exactement. Hein. La plongée, la contre-plongée. Oui, exactement. Et puis, par rapport à l'époque, il faut bien imaginer qu'en 1924, on était encore à l'ère des appareils à souffler et aux plaques de verre. On est vraiment dans une révolution. Sur le marché apparaissent les nouveaux plans film. Donc ces lourdes plaques de verre de 18 cm par 13 sont remplacées par les plans film, après par les pellicules 35 mm. Les appareils à souffler sont remplacés par des appareils qu'on dit instantanés à main, parce qu'on peut les sortir, le Leica, le Rolleiflex. Donc c'est une grande révolution dans la pratique. Ils ont suivi cette révolution technologique, bon, pas jusqu'à l'appareil numérique, mais bon, ça c'est relativement récent. Quel était leur parcours? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Parce que c'est vrai que leurs deux noms sont devenus indissociables. C'est Blanc et Demilly. D'ailleurs, ils signaient toutes leurs photos de leurs deux noms, même si chacun avait son travail de son côté. Tout à fait. Théodore Blanc, lui, il est né en 1891 à Lyon. Donc lui, il est plutôt entré en soirée, comme on dit à l'époque. Il a rencontré sa collègue, il a épousé sa collègue de travail, qui était la fille d'un portraitiste de l'époque qui s'appelait Bron. Voilà, qui avait déjà son studio. Demilly, lui, il vient de Mâcon. Il était apprenti chez Bron, et lui aussi, il a épousé la seconde fille de Bron. Donc tous les deux sont devenus beaux-frères. Et puis, en 1924, effectivement, ils ont repris tous les deux le studio de leur beau-père. Ils auraient pu ne pas s'entendre, et ils sont bien entendus. On peut dire qu'ils étaient complémentaires? Complètement complémentaires. Alors, on raconte que Blanc était très, très pointu en technique, volubile, attentionné, attentif envers ses salariés. Voilà, que c'était quelqu'un de très carré aussi, de très droit. Que Demilly, lui, il était souriant, généreux, beaucoup plus dans la relation publique et très, très créatif, poète et créateur. Donc, finalement, leurs deux
leurs deux histoires et voilà, ils se sont très bien entendus. Bien. Très on va voir des photographies que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ce sont des photographies de Lyon. Alors là, on est loin des portraits qu'ils ont réalisés. C'est un travail alors qu'on ne voit pas, je crois, à l'exposition, mais qui a compté aussi dans leur parcours. Voilà, la place des terreaux, par exemple. C'est vrai qu'ils ont créé des photos de Lyon qui ont marqué l'histoire. Alors là, ce qu'on vient de voir à l'écran, ce sont les aspects de Lyon. Ce sont des fascicules qui ont été édités en 1930, qui ont commencé à être édités en 1933. Il y a 120 héliogravures des aspects de Lyon. Donc c'est une vision tout à fait nouvelle de la ville où on voit vraiment des lumières, des ombres, une ville changeante, une vision qui voulait à ce moment-là nouvelle. Et des points de vue effectivement inédits. Complètement, oui. Ouais. Et c'est, pour resituer de nouveau l'époque, c'est le moment où Brassailles fait des vues de Paris, où Germaine Creux fait des vues de Marseille. Donc on est vraiment dans cette période-là charnière. Et on est dans une période aussi où on peut exister chacun dans sa ville, où on n'est pas obligé de monter, comme on dit aujourd'hui à Paris, où tout se passe, parce qu'on est dans une centralisation un petit peu effrayante. Ils sont restés à Lyon et ils ont très bien vécu à Lyon. Tout à fait. C'était pas la centralisation comme maintenant. Il faut aussi penser que la première Fondation nationale de la photographie a été créée à Lyon en 1978. Donc c'était un choix de la placer dans une ville de province à l'époque. Encore. Alors, on l'a dit, ils ont réalisé, effectivement, il y a ces portraits qui les a rendus célèbres, qui étaient leur gagne-pain aussi, hein, parce que la photo, ça a toujours été ça. Il y a un côté commercial pour gagner sa vie, le côté artistique qui paye parfois, mais pas souvent, où le photographe se fait plaisir. Donc, ces portraits, et puis des travaux personnels. Est-ce qu'on arrive à dissocier le travail de l'un et de l'autre ou pas? Entre Blanc et Demi? Oui. Non, pas du tout. Ça dépend des... Alors les familles, des fois, voient des différences, mais tous les deux, dans les thématiques qu'ils ont traitées, tous les deux sont allés à la montagne, tous les deux ont pu faire des photographies de nuages. Enfin, c'est assez difficile de dire qui a fait quoi. Donc ça restera une double signature. Donc ces travaux personnels qu'on n'arrive pas à dissocier aujourd'hui. Ils avaient donc ce studio qui faisait travailler, je crois, 30 personnes. C'est vrai que c'était une vraie entreprise. En quoi est-ce qu'ils méritent aujourd'hui de figurer aux côtés des plus grands noms de la photographie? Alors parce que, à cause de cette maîtrise de la lumière, parce qu'ils ont une énorme production, je crois que c'est des photographes incontournables. Qui ont marqué leur époque et qui continuent justement à s'imposer aujourd'hui par leur originalité de l'époque. Cette exposition, donc leur hommage, c'est au musée Nicéphore-Niepce. Alors c'est pas en Rhône-Alpes, hein, c'est juste à côté, c'est à quelques kilomètres, c'est au musée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône, mais c'est une Rhône-Alpine qui s'est chargée de tout. C'est vous qui avez construit, on peut dire, cette exposition. Comment est-ce que vous avez choisi les photos, sachant que c'est chose particulière, leur studio a été vendu en 1963, je crois. Tout a été dispersé, il a fallu retrouver tout ça. Alors, c'est pas vous qui l'avez fait, mais c'est vous qui avez sélectionné après ces photos. Exactement. Alors, je suis allée voir l'ayant droit de Demilly, la fille de Demilly, qui s'appelle Julie Picot-Demilly, qui m'a ouvert les portes et qui m'a montré les photos qu'elle avait récupérées avec son mari pendant les 40 dernières années. Donc, effectivement, le studio a été vendu, les négatifs ont été vendus à un salarié qui est devenu finalement concurrent et qui ont disparu, et les tirages ont été dispersés. Donc Julie Picot-Demilly et son époux ont récupéré les tirages dans des brocantes, chez des antiquaires, les uns après les autres. Et aujourd'hui, rien n'est répertorié, mais on imagine qu'elle a entre 5 000 et 10 000 images chez elle. Parce qu'il faut dire qu'ils n'ont pas travaillé pour la postérité, puis ça a été vendu de leur vivant, donc ils auraient très bien pu dire bah, « nous on garde notre travail artistique », et ça n'a pas été du tout le cas. Tout à fait, ils sont toujours considérés comme des amateurs et des artisans. Oui, ça fait des gens vraiment modestes. Tout à fait, ça fait. Alors comment est-ce que vous avez organisé cette exposition? Quels ont été les choix? Parce qu'entre des milliers de photos dans lesquelles vous pouvez puiser et puis le résultat, il faut faire des choix cruels peut-être. Bien sûr, alors effectivement j'ai vu les 10 000 photos, j'en ai d'abord gardé 500 que j'ai découpées, collées, réorganisées. Finalement là dans l'exposition, donc il y en a 85 dans le livre. Ouais. Ce sont des photos qui, pour moi, mon premier travail, c'était de déconstruire tous les groupes qui avaient été faits jusqu'à présent. Qu'on a l'habitude pour les photographes de l'entre-deux-guerres de faire des thématiques,
Donc les thématiques des vues de Lyon, bien sûr, thématiques nuages, montagnes, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de déconstruire ça, de réorganiser les choses, d'imaginer une poésie, de me mettre un petit peu dans ce qui pouvait se passer à ce moment-là dans la tête de ces créateurs dans l'entre-deux-guerres, et puis de reprendre des images sensibles comme ça. Le livre, c'est moi qui l'ai construit aussi, la maquette qui est pensée. Dans les doubles pages que vous avez vues tout à l'heure, il y a toujours un effet de basculement. Je cherche à faire vaciller, tout ce qui, à casser un petit peu les idées construites. Donc c'est un travail personnel, de sensibilité, de coup de cœur aussi. Oui. On aurait pu imaginer une exposition complètement différente à partir du travail de ces deux photographes. Tout à fait. C'est quelque chose, ça veut dire que vous êtes tombée amoureuse de leur travail. Oui, ou en tout cas, je me suis appropriée. Enfin, j'en ai fait un peu quelque chose que j'espère être en adéquation avec ce qu'ils auraient fait à leur époque. Oui. Alors, on a une photographie qui ouvre le livre, qui est une très belle photo, avec un panneau d'entrée de village qui s'appelle « Le Nouveau Monde ». C'est un village qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Oui, qui était sur la Nationale 88, en Haute-Loire, qui n'existe plus. Et puis, je me suis dit que c'était un bon titre pour cette exposition et pour le livre, de dire que voilà, c'est le Nouveau Monde, c'est une nouvelle façon de présenter les choses. C'est une vision assez intense, mais atemporelle. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler avec passion à la fois de ce livre, de cette exposition. Je le rappelle, donc c'est en ce moment et jusqu'au 20 septembre au musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, pas très loin de chez nous. Donc profitez-en. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion de reparler de ces deux photographes qui ont été un petit peu, mais pas complètement oubliés.